Les baby boomers, du coup, qui sont aujourd'hui des papy mamie boomers, vont décéder dans les 15 prochaines années. La Fondation Jean Jaurès dit qu'il y a 9 000 milliards d'euros qui va transiter donc, dans les 15 prochaines années de l'ancienne génération vers la nouvelle génération. Aujourd'hui, mais je pense que tous ceux qui ont vécu une succession sont assez unanimes, c'est le chaos administratif. Il y a une crainte de la succession, parler de la mort. Ça donne l'impression qu'on va mourir. Les gens disent souvent, ils feront ce qu'ils veulent, ils ont l'impression de laisser la liberté aux héritiers. Ne rien dire, c'est laisser le chaos derrière soi, c'est laisser la possibilité à des discussions et à des tensions familiales. Alors il y a 3 types de testaments qui existent en France. Il y a le testament holographe, le testament authentique et le testament mystique. Les testaments, il faut qu'ils soient froids parce qu'il ne faut pas qu'ils soient interprétables de plusieurs manières et tout. Mais c'est hyper frustrant pour les familles. Aujourd'hui, un testament rédigé sur du papier toilette en fin de soirée totalement bourré, daté et signé, est beaucoup plus valable qu'un testament qu'on aura rédigé sur son ordinateur de manière posée, avec une certification dans la signature, tout ça, ne sera pas valable. Bonjour à tous, bienvenue dans Argent Compté. En France, seuls 7 à 14% des Français ont rédigé un testament. Pourtant, près de 9 000 milliards d'euros vont être transmis dans les 15 prochaines années. Et contrairement à ce que beaucoup imaginent, quand quelqu'un meurt, il n'existe aucun fichier magique qui permet de retrouver automatiquement son patrimoine. Aujourd'hui, dans Argent Compté, nous allons parler d'un sujet que quasiment tout le monde évite, alors qu'il concerne absolument tout le monde, la succession. On passe des années à construire un patrimoine, à investir, à acheter de l'immobilier, à optimiser sa fiscalité quand on est bien français et surtout à préparer sa retraite. Mais presque personne ne prépare réellement la transmission de tout ça. On parle donc d'un transfert patrimonial historique qui va se faire dans les prochaines années, sauf que derrière les chiffres, il y a aussi des familles parfois perdues, des documents souvent introuvables, des conflits, des comptes oubliés, des assurances-vie jamais réclamées et désormais des cryptos, des comptes numériques et toute une vie digitale qui survit après nous. Le sujet est à la fois patrimonial, technologique, juridique, mais aussi profondément humain. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Alexia Arnaud, cofondatrice et CEO de Clésame. Alexia est diplômée notaire, entrepreneur, spécialiste des enjeux de transmission et de succession et elle travaille depuis plusieurs années sur un constat assez simple. Aujourd'hui, nos vies patrimoniales sont devenues extrêmement complexes, mais leur transmission reste encore largement archaïque. Alors ensemble, nous allons parler des plus grosses erreurs faites par les familles, de ce qui se passe vraiment lors d'une succession, des actifs oubliés, des cryptos et de la mort numérique, du rôle du notaire aujourd'hui et surtout de comment mieux transmettre son patrimoine sans laisser un chaos administratif et émotionnel derrière soi. Franchement, même si vous pensez être trop jeune pour ce sujet, je pense que cet épisode peut vous faire gagner du temps, de l'argent et éviter beaucoup de problèmes à vos proches. Bonne écoute et bonjour Alexia. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je suis ravie d'intervenir aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de cet épisode. Alors avant de passer aux questions et on démarrera sur le sujet de pourquoi la succession est un énorme sujet économique. Oui. Je passe sur le fait que le sujet de la grande transmission va être j'ai un copain qui dit que c'est à l'État que ça va profiter le plus. Mais il ne faut pas le dire trop fort. Non, c'est pas vrai. L'argent, il est bloqué pendant 30 ans. L'État ne peut pas s'en servir. Oui. Donc, non, c'est une fausse rumeur. C'est fou. Paul. Non, c'est pour 30 ans qu'il encaisse. Mais l'État va préférer faire payer de l'impôt à chaque fois au moment de la succession, pour les ventes, l'acquisition, que ça participe à l'économie du pays, que de percevoir au bout de 30 ans. Ok, passionnant. Bon, allez, on y va. Alexia, c'est parti. Raconte-moi, qui es-tu ? Donc, je suis Alexia Arnaud. J'ai exercé pendant près de 10 ans dans le notariat. Je suis diplômée notaire. Et j'ai été très investie dans le notariat depuis déjà mon arrivée dans la profession. J'étais première présidente de la Chambre des jeunes notaires de Paris. Tu m'avais dit. Voilà, j'ai fondé le premier incubateur du notariat pour justement permettre à de l'innovation de voir le jour au sein même de la profession, donc qui s'appelle le Lab Notaire. Et ensuite, avec cette équipe dynamique de notaires, on s'est intéressé au sujet des successions parce que nous, on a été vraiment choqués à notre arrivée, et on va en parler un peu plus tard, de tout ce qui se passe dans les successions. Et donc voilà, je me suis lancée dans la tech. J'ai arrêté le notariat puisqu'on ne peut pas être notaire et chef d'entreprise en même temps. Ok. Donc voilà, donc là je suis présidente de Clésame et avec tout cet aspect tech succession, donc j'ai été nommée parmi les 40 qui font le futur du droit par l'Institut Choiseul et également ambassadeur IA par l'État dans le domaine des legal tech. Passionnant. Voilà.
Écoutez, notaire est un métier qui a le vent en poupe. Bah finalement, ça peut ouvrir plein de portes, on croirait pas comme ça. Je me rends pas compte, il y a beaucoup de notaires qui sont diplômés tous les ans. Oui, il y a pas mal de notaires. Aujourd'hui, il y a 17 000 notaires en France. Ouais. Donc, il y a quand même beaucoup de notaires. Et ce qui est chouette, c'est que ça se féminise pas mal. Donc là, on est par exemple une entreprise où on est 5 femmes notaires start-upeuses. Donc, c'est chouette. Oui, je n'ai eu que des femmes notaires dans ma vie. Ah oui, ok. Ok. Bah après, il faut pas que ce soit trop féministe non plus, parce qu'on a besoin d'hommes. Il faudrait avoir la parité, mais c'est vrai qu'il y a plus de femmes aujourd'hui dans le notariat. Ouais. Non, c'est vrai que moi, j'ai fait la réflexion, j'ai eu que des femmes notaires à chaque fois. Et c'était, ouais. Alors pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de grande transmission ? C'est un sujet d'actualité, c'est la première fois qu'on l'aborde dans le podcast, on n'a pas encore fait de sujet dédié. Ok. Donc on découvre avec toi. Super. Alors, la grande transmission, en fait, c'est vraiment un sujet qui est démographique. Les baby boomers, du coup, qui sont aujourd'hui des papy, mamie boomers, vont décéder dans les 15 prochaines années. On y est déjà, on est rentré dans cette grande transmission, c'est le tout début. Donc, dans les 15 prochaines années. La Fondation Jean Jaurès dit qu'il y a 9 000 milliards d'euros qui va transiter donc, dans les 15 prochaines années de l'ancienne génération vers la nouvelle génération. Vraiment un enjeu économique énorme. Sachant qu'en fait, il y a plus de 60% du patrimoine des Français qui est détenu par les plus de 60 ans. Donc, il y a des enjeux qui sont familiaux, on est d'accord, mais aussi des enjeux économiques, sociétals, étatiques à cette grande transmission, si jamais on n'agit pas sur plein d'axes qu'on verra tout à l'heure. Ok. Donc les 9 000 milliards, c'est la fortune estimée, c'est le patrimoine estimé de ces plus de 60 ans. On est donc effectivement au début d'un phénomène historique aussi parce que les baby boomers, ce sont ceux qui ont le plus profité du boom économique des années 50, Exactement. 60. Ouais, tu vois, le patrimoine immobilier, il y a eu évidemment il a flambé, tout ça, donc ils ont vécu toute cette inflation qui est très positive sur le plan patrimonial. Et tu vois, ce qui est fou, c'est que t'as jamais parlé de grande transmission. Je suis sûre que t'as déjà parlé d'IA, t'as déjà parlé de plein de révolutions. Et là, c'est une révolution qui nous touche tous, qui nous concerne tous. Et on n'en a pas entendu parler, tu vois. Je pense que nos professions, nous, on entend beaucoup parler de la grande transmission, de big wealth transfer. C'est des trucs dont on parle depuis, je dirais 3-4 ans. Je pense que non, d'un point de vue grand public, c'est assez peu abordé. Aussi parce que je pense qu'il y a le gros sujet de l'héritage qui est crispant en France. Quand tu vois qu'aujourd'hui, c'est moins de 10% des primo-accédants à la propriété à Paris qui n'ont pas hérité. Et hérité, qui ont reçu... ça saute la génération. C'est, en fait, plus vieux. Donc, c'est rude. En fait, tu te dis, oui, il y a énormément de patrimoine détenu par les plus de 60 ans, mais ça va ne concerner qu'une petite partie des gens qui aujourd'hui ont entre 30 et 40 ans. Donc, c'est un sujet, je ne sais pas trop comment l'aborder. Je le trouve passionnant. Dans le même temps, c'est marrant, on a eu une discussion passionnante ce week-end avec un entrepreneur qui a une petite soixantaine, tu vois, je pense 65 ans. Alors, il n'est pas français, mais il est européen. Et il nous disait, oui, les jeunes, il faut absolument que vous vous rebelliez, que vous vous engagiez politiquement, le monde va mal, vous ne pouvez pas faire ça et tout. Et je trouvais que mon mari était très juste, parce qu'il a une discussion avec lui en disant, mais en fait, vous ne pouvez pas dire ça, c'est pas vrai, c'est pas notre tour. En fait, vous avez surfé sur la vague, vous nous laissez un monde en pagaille, le patrimoine est chez vous. Et c'était la première fois que je l'entendais dans ce type de débat dire le patrimoine est chez vous. Et en fait, le moment, c'est de travailler tous ensemble. À 65 ans, tu vas rester encore en bonne santé 10-15 ans. Alors, tu vas peut-être plus travailler. En revanche, comment tu fais pour, à la limite, mettre ce patrimoine au service des jeunes générations d'une autre manière ? Bref, je digresse. Non, mais c'est hyper intéressant ces sujets. Et de toute façon, c'est hyper important d'en parler pour sensibiliser. Parce qu'il n'y a que comme ça, en sensibilisant sur les enjeux des successions, qu'on va pouvoir anticiper les problématiques. C'est quoi les patrimoines qui vont principalement être transmis ? Tout ce qui est immobilier, financier ? Alors, en effet, oui. Alors, en France, on est très immobilier. Donc, l'immobilier, il y a des vrais enjeux à la transmission. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que le notaire n'a pas de fichier immobilier national qui puisse interroger. T'as pas une espèce de cadastre des propriétés Non, tu vois, sur de l'immobilier, par exemple, le notaire, tous les jours, quand il fait des ventes immobilières, il le nourrit, ce fichier national immobilier. Il va dire, là, on a fait telle vente, c'est telle personne qui est propriétaire. Mais lui, il ne peut pas l'interroger. Donc, au moment du décès, tu vois... tu le nourris, mais tu peux pas l'interroger. Non. T'as pas accès à la data. Tu sais ce que ça signifie ? Ça signifie que si les héritiers savent pas où se trouve le bien immobilier, il est omis, tout simplement. Il est pas rapporté à la succession. Non, mais ça, les gens c'est fou, savent pas.
Donc ça, c'est quelque chose de fou. Mais dans le patrimoine, donc il y a de l'immobilier, il y a majoritairement du coup des comptes en banque, assurance vie. Ouais. Dans les Français épargnent beaucoup, et notamment cette génération justement des plus de 60 ans et épargnent beaucoup. Donc en fait, c'est majoritairement ces actifs-là, mais il y en a tout un tas d'autres. Ok. Il y a, on l'a vu, les crypto-monnaies, il y a des actifs à l'étranger. Maintenant, en plus, on a des cagnottes sur les sites internet, sur Le Bon Coin, Vinted, Lydia, PayPal, des comptes de paris sportifs. D'accord. Ah oui, ok. Bah oui. Maintenant, même Air France va rembourser sur le compte Amazon, va rembourser sur le compte qu'on a en ligne. D'accord. Et du coup, ça, c'est des actifs aussi qu'il faut nécessairement réintégrer à la succession. Ok. Il y a des actifs plus sinueux dans les successions, les donations, par exemple, ou des prêts qu'on a réalisés. D'accord. C'est de la créance qu'aura la succession. Ouais. Au moment de la succession. Voilà. Et les donations, c'est des choses qui sont rapportées à la succession en termes de valeur. Ouais, donc ça, c'est aussi... voilà. Mais c'est vrai que c'est principalement l'immobilier et compte en banque. Oui. Oui, j'imagine pour la majorité des gens. En fait, ça reste des patrimoines... Et des prévoyances. Tu sais, les prévoyances, c'est de l'actif aussi dans la succession. La prévoyance. Le compte épargne entreprise qu'on avait dans notre deuxième job qu'on a oublié. Mais bien sûr. Mais bien sûr, ça fait partie des actifs... successoraux, les placements réalisés dans les SCPI, les startups, tout ça. Enfin, voilà. C'est vrai que moi, j'ai passé 1 an en apprentissage dans une grande banque. Et mes parents reçoivent encore chez eux les courriers de ce truc sur lequel je sais même pas combien il y a, je sais pas sur quoi c'est placé. Et à chaque fois, je me dis, il veut pas m'oublier. Non, je pense qu'il y a rien dessus. Mais à mon avis, il doit y avoir 115 €. Et tu sais, avec les frais et les pertes, ça doit diminuer. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui rendent les successions plus complexes qu'avant ? Alors, déjà, peut-être même parler juste de la complexité d'aujourd'hui. Ouais. Parce que, et de celle de demain, qui est inquiétante. Aujourd'hui, mais je pense que tous ceux qui ont vécu une succession sont assez unanimes, c'est le chaos administratif. Ouais. C'est qu'on demande 1 milliard de choses aux héritiers. Okay. On leur demande quoi ? On va leur demander de répertorier l'inventaire du défunt. Sachant qu'il y a quand même beaucoup de défunts, même de leur vivant, ils ont du mal à le faire eux-mêmes. On le voit dans les consultations patrimoniales, quand on les fait du vivant, ça prend beaucoup de temps. Ouais. On leur demande donc d'inventorier. Mais inventorier, ça c'est la première marche de l'escalier. Mais après, il va y avoir la collecte des pièces. Collecte de pièces qui va être, par exemple, pour un bien immobilier, il y aura le titre, mais pas seulement. Il y aura les permis de construire, attestation de non-recours, non-retrait, assurance, dommage ouvrage, contrat de bail, état des lieux d'entrée, état des lieux de sortie, congé du locataire, cautionnement. En fait, tout un bien va nécessiter plein de choses. Pour une assurance vie, il faut le contrat, il faut la clause bénéficiaire. Pour un bien de valeur, tu auras le certificat d'authenticité, nécessairement, et pourquoi pas les évaluations qui ont été réalisées, ce qui est intéressant. Donc en fait, sur un prêt, tu auras du coup les amortissements, tout ça. Bon, bref, tout va être vraiment doit être obtenu par les héritiers, et ce qui est hyper compliqué pour eux. Ah bah oui, bien sûr. De savoir où ça se trouve. Est-ce que voilà, donc ça, aujourd'hui déjà il y a cette problématique-là, ce chaos, cette absence de volonté transmise par le défunt. Puisque comme tu l'as dit au début, 7% de moi j'ai eu le chiffre de 7%, qui était donné par la... Mais ça me paraît tout petit, 7%. Mais même 14, hein, tu me diras, c'est tout petit. Entre 7 et 14. C'est tout petit que 7% des gens qui fassent un testament. Alors, ça s'explique par plusieurs choses, et c'est assez français, hein. En plus, c'est-à-dire qu'en Europe, à l'international, il y en a qui parlent, des populations qui parlent beaucoup plus facilement de la succession. Nous, il y a une crainte de la succession. Je pense que c'est aussi parce que c'est pas très bien traité. Les gens ne sont pas... parler de la mort, ça donne l'impression qu'on va mourir. Oui, non, mais c'est comme dire que tu vas pas faire un contrat de mariage parce que c'est un moment d'amour, on va pas parler d'argent. Mais en fait, voilà. Sauf que le notaire, il est habitué. Et quand on parle de contrat de mariage, on va parler de décès. On va parler de rupture du contrat. Quand on parle d'immobilier, il y a toujours des clauses de qu'est-ce qui se passe si quelqu'un meurt entre la promesse et la vente. En fait, il faut être détendu avec ça. Et puis, quelque chose de très français, c'est « Oh, ils se débrouilleront. Ils verront. » Sérieux ? Ils géreront. Ouais, il y a beaucoup de gens qui se disent... mais comment tu peux te dire ça ? Non, mais ça se fait aujourd'hui. Ça se fait très bien. Alors pourquoi moi, je m'embêterais à faire des choses en amont, alors qu'en fait, il y a les successions se gèrent. Avec difficulté, mais elles se gèrent. Sur les volontés funéraires, par exemple. Ouais. Les gens disent souvent,
ils feront ce qu'ils veulent. Ils ont l'impression de laisser la liberté aux héritiers de choisir ce dont ils auront envie. Est-ce qu'on va être incinéré, inhumé, ou est-ce qu'on souhaite reposer, un rite religieux, une cérémonie particulière? Première cause de dispute, déjà. Exactement. Mais non, mais c'est ça. Bien sûr. C'est ça, c'est en fait, ne rien dire, c'est laisser le chaos derrière soi, c'est laisser la possibilité à des discussions et à des tensions familiales. Et ça, c'est vrai qu'on n'a pas envie d'y penser du vivant, mais en fait, il faut vraiment s'en préoccuper si on a envie de protéger. C'est quand même la majorité des familles, on a envie de les protéger, mais il faut en effet l'anticiper. Je pense qu'il y a un vrai manque de sensibilisation à tout ce qui se passe. Et pourquoi? Tu sais, c'est parce que c'est le notaire qui a, en France, une compétence réservée dans le domaine des successions. Ouais. Le notaire, il a un rôle. Ouais. Préserver la paix sociale. Ouais. Son rôle, c'est de ne pas inquiéter la population. C'est de, du coup, accompagner, mais de ne pas inquiéter. Donc, si tu sensibilises pas aux problématiques, en fait, sensibiliser, ça peut être inquiéter. Ça peut inquiéter du vivant. Si je te dis, voilà tout ce qui peut se passer. On se souvient tous de ce chef d'état-major des armées qui s'est fait retoquer parce qu'il a parlé d'une éventuelle guerre. Bah oui, genre, bah... Ben ouais, mais le notaire, il est officier public, donc en quelque sorte, il a ce statut-là, tu vois, qui est hybride. Donc, il ne va pas inquiéter sur tout ce qui se passe s'il n'a pas une solution à proposer. Et donc, nous, on a fondé Clésame pour proposer une solution, parce qu'à notre sens, il n'y en avait pas. Mais voilà, tu vois, à mon avis, ça fait partie de tout cette obscurité qu'il y a dans le domaine des successions. Et comme il y a une compétence réservée à une profession... Les start-upers n'arrivent pas comme ça dans ce domaine. On ne connaît pas le marché, on ne connaît pas toutes les problématiques. Et donc, ça laisse peu de place à la discussion, à l'innovation, aux avancées technologiques et sociales. Oui, c'est des métiers d'expertise. Voilà, très proche. T'as assez peu de gens, effectivement, à moins d'être notaire et d'avoir envie d'en faire autre chose. Exactement. En réalité. Et donc, concrètement, que fait Clésame dans la simplification de la succession? Alors, Clésame, du coup, c'est une plateforme d'anticipation successorale. Donc, de son vivant, on va pouvoir déposer sur la plateforme l'intégralité de ses informations patrimoniales, donc les données, les informations, mais aussi les documents justificatifs. On va pouvoir le déposer de son vivant. Et ce qu'on garantit, c'est qu'au moment du décès, le notaire va pouvoir interroger la base Clésame. Si jamais il retrouve son défunt, qu'il avait constitué un Clésame, il va pouvoir accéder à toute la data en un clic. Ce qui fait qu'il va pouvoir liquider la succession de manière quasi autonome, sans même avoir besoin de faire appel aux héritiers, dans un délai rapide et sécurisé. Donc vraiment, le principe, il n'est pas si révolutionnaire. Non, mais... Voilà, c'est finalement quelque chose, on peut se dire, ça paraît même évident, tu vois, de créer quelque chose comme ça. Mais du coup, ça fonctionne comme ça. Après, on a enrichi la plateforme de beaucoup de choses. On a créé le registre des volontés funéraires. On traite de la mort numérique. On automatise tous ces sujets-là. Et des transmissions du patrimoine émotionnel avec les souvenirs, tout ça. Mais comment les gens en viennent à se créer un Clésame? C'est une démarche à titre privé? C'est un conseiller en gestion de patrimoine qui va te conseiller de le faire? C'est ton banquier? Comment ça se passe? Alors, le grand public peut créer son Clésame directement en se connectant au site internet, voilà. Sauf que ça, c'est pas un modèle sur lequel nous, on croit, dans lequel on croit parce que... les gens ne sont pas sensibilisés. C'est un sujet qui est du coup difficile à aborder. Donc, pour nous, c'est les professionnels du patrimoine et des successions qui ont une responsabilité là-dedans et qui vont accompagner du coup leurs clients dans la complétude de leur Clésame, dans les explications. En même temps, c'est aussi un mode de rebond. On peut justement, en faisant le Clésame avec le client, donc le conseiller sur des sujets de transmission, mais sur des placements aussi, sur de la contractualisation, d'assurance vie, tout ça, on peut s'en servir comme ça. C'est marrant. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse parce que il y a quelques mois, j'étais tombée sur le profil d'une influenceuse budget, comme il y en a beaucoup, tu sais, sur les réseaux sociaux, qui sont un peu des micro-influenceuses, mais qui ont des communautés très fidèles. Et elle avait fait son dossier de la mort. Et qu'elle vendait, et elle vendait ça pour, je crois, pour 40 balles, un truc. Et en fait, je l'ai téléchargé, tu vois, parce que c'était une architecture, une arborescence Google Drive. De ce dont on a besoin. Oui, exactement. Tous les mots de passe, tous les contrats, les accès, les montants sur les comptes, les titres, les machins. Et ça, tu le remplis papier? Non, c'est un truc que tu télécharges. C'est un drive. C'est un drive. Donc, et je pense que tu fais une version papier derrière. Tu vois, c'est très artisanal. Mais je m'étais dit, c'est super à partager l'arborescence avec les clients en disant, en fait, si un jour il y a besoin, le dossier, il faut qu'il y ait ça dedans. Exactement.
Eh Je trouve ça ben, pas con, tu vois. ouais, tout à fait. Mais moi, tu vois, j'ai créé un espèce de personal branding, Madame Succession, sur Instagram, TikTok. Et je l'envoie gratuitement si jamais ça. Madame Succession. Voilà. Madame Succession. Avec ton Ah, je tailleur commence jaune. Ouais. T'as déçu, Non, t'as non, pas ton c'est- tailleur jaune aujourd'hui, Non, Alexia. non, tu m'as dit podcast, c'est que le micro. Mais du coup, non, c'est important en effet de pouvoir Ouais. accompagner là-dessus. Mais Ok. la problématique de ça, Mhm. c'est déjà que si c'est papier, les gens aujourd'hui n'impriment plus. Ok. Il faut mettre à jour papier. Enfin, et on parlait des enjeux d'avenir, tu vois, tu m'en parlais Ouais. tout à l'heure. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est le chaos en termes d'administratif, d'omission d'actifs. D'omission d'actifs. Ouais. Et ça, tu vois, ça c'est un truc qui. Mais comment ça se passe en fait l'omission d'actifs? C'est-à-dire que parce que nous très souvent, tu vois, on est contacté par des notaires pour savoir si on a telle personne en base, est-ce qu'il y a un portefeuille avec des Ouais. investissements, etc. Ouais. Alors aujourd'hui, le notaire, Mhm. en pratique, il va se fier quasiment exclusivement qu'aux déclarations des héritiers. Ok. Il dispose de 2 fichiers qu'il peut interroger. Un fichier qui s'appelle Ficovi, dans lequel il est censé y avoir des assurances vie, et un fichier Ficoba dans lequel il est censé y avoir la liste des comptes en banque. Le fichier Ficoba ne fonctionnait pas. Il a été piraté il y a 3 mois. Il est out. Le fichier Ficovi n'a jamais vraiment bien fonctionné parce qu'il n'a pas été bien rempli, tout ça. Donc en fait, il n'y a quasiment aucune assurance vie qui fonctionne dessus. Ok. Donc le notaire ne va se fier quasiment exclusivement qu'aux déclarations des héritiers. Ok. Et ça, les gens, sans doute pas une seule seconde, ils pensent que le notaire, il a un bouton magique qui va lui permettre de recenser l'inventaire du patrimoine. Mais Ok. entièrement faux. Et donc c'est là où il y a des vrais sujets d'omission d'actifs. Ok. Aujourd'hui, il y a un chiffre clé hyper parlant, et il a augmenté encore. C'est le chiffre de l'année dernière. Ouais. 7,5 milliards d'assurance vie et avoirs bancaires en déshérence, Non réclamé. non réclamés, qui sont à la caisse des dépôts et consignations, qui sont pas transmis aux héritiers. C'est Et fou. dedans, il y a des gens qui anticipent leur succession, qui font des assurances vie pour protéger quelqu'un. Ouais. Et on parle que des actifs en France. On parle même pas des banques en ligne aussi. Hein. C'est vraiment sur ces banques-là. Donc c'est un truc de fou. Tous les placements là dont tu parles, Ouais. les placements qu'on fait dans les startups, les SCPI, dans toutes les Ouais. sociétés cotées et tout ça, les héritiers n'en savent rien. Et pourvu qu'ils sachent Non, ils que leurs savent. parents, ils étaient investisseurs, encore faut-il qu'ils sachent où, qu'ils aient les justificatifs. Ah oui, c'est-à-dire que moi, quand un notaire me contacte, c'est que les héritiers ont pu dire, je crois que mon Exactement. père ou ma mère investissait sur Ouais. cette plateforme, quoi. Ah oui, parce que moi, je me suis dit, tiens, en fait, les mecs, ils scrapent tous Non. les sites et ils se disent, Ah non, je non, contacte non. tout le monde. Non. Non, le notaire, il peut faire des choses, il a, voilà, il Ah peut ouais. interroger, mais il va interroger si il y a un soupçon. Il peut pas interroger toutes les plateformes du monde. Dingue. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Donc tu vois, là-dessus, il y a un vrai sujet. On parlait de l'immobilier où il n'y a pas de fichier national, des donations. Les donations, du coup, on va faire une donation quand on a 50 ans, à peu près. Hein, la moyenne, c'est 50-60 ans, Ouais, on ok. arrive proche de la retraite, on a du patrimoine, on va dire on va donner à un enfant, tout ça. La donation, elle est censée rapporter à la succession, sauf que la succession, elle est liquidée vers 80 ans, en moyenne, hein, Ouais, maintenant, 80 ans. Et donc, en fait, si les héritiers, ils savent pas chez quel notaire était prise la donation, ou ils le retrouvent pas, ou ils retrouvent pas le document qui justifie la donation, mais c'est pas rapporté à la succession. Ça peut porter atteinte à la réserve héréditaire de certains enfants. Oui. Donc c'est des sujets réels, les reconnaissances de dettes qu'on a fait, Ouais. qu'on a enregistrées aux impôts. Il y a 2 modes pour faire des reconnaissances de dettes, soit on les enregistre aux impôts, soit on passe devant notaire. Ok. Voilà. Une reconnaissance de dette. Ouais. En fait, c'est- Quand tu prêtes de l'argent à un enfant, par exemple. Ok, d'accord. Un enfant ou une tierce personne, voilà. Tu vas prêter de l'argent, tu l'enregistres aux impôts. Tu fais les choses bien carrées, tu l'enregistres parce que les Ok. impôts doivent être au courant, des D'accord. flux, tout ça. Ok. Tu fais ça, tu meurs, je sais pas, 10, 15 ans après, Ouais. mais même 5 ans après, tu vois. Mm. Si jamais le document n'est pas retrouvé au moment du décès, c'est pas rapporté à la succession, ça veut dire que la créance Ouais. du défunt n'est pas rapportée à la succession, donc c'est de l'argent en moins pour Oui, les oui. héritiers. Ouais. Et moi, typiquement, dans ma famille, Mm. ça a créé une scission familiale. Mm. Mon père avait fait un emprunt auprès de ses parents. Mm. Et au moment du décès, mon oncle tombe sur le document de prêt. Mm. Mon père dit j'ai remboursé. Mon oncle dit prouve-le.
il n'y a pas les preuves, il y a ce document de prêt, parce que rien n'a été enregistré, stocké. Et du coup, scission familiale, il n'y a plus de dîner famille et tout, alors qu'on était hyper soudés. Vraiment, les tensions, les conflits. Ah non, mais de toute façon, Il dès n'y a qu'il y a pas une sujets famille d'argent... qui est protégée. Non, mais ça, c'est sûr. Tout ressort au moment du décès. Ouais. Et donc, en fait, voilà. Donc, sur des sujets qui peuvent paraître anecdotiques, où ils avaient fait, pourtant, mes grands-parents, des donations partage, vraiment... Voilà, il peut, si on ne fait pas bien les choses, se passer vraiment des vrais problèmes. Ah bah c'est... Non mais de toute façon, que ce soit dans les relations familiales, les relations pro-amicales, l'argent est source de conflit. Exactement. L'argent est source de conflit. En fait, si tout n'est pas très clair, très transparent, et je pense que tout le monde... C'est peut-être une idée reçue sur les notaires, mais en fait, tu t'attends à un arbitre qui effectivement va te dire, moi, homme de loi, moi, femme de loi, j'ai toutes les réponses à vos questions et je vais arbitrer. Mais en fait, comme si tu n'es que sur du déclaratif. Bah, bien sûr. Ça, les héritiers se disent, mais en fait, c'est fou. Ouais, donc tu vois, voilà, aujourd'hui, c'est charge administrative immense et omission d'actifs principalement et conflits familiaux. Demain, c'est quoi l'avenir ? C'était ça ta question il y a 10 minutes. J'espère que vous nous suivez. On y vient. Demain, c'est pire et c'est hyper inquiétant. Laurent Alexandre sort de ce corps. Le tsunami qui arrive. Non, mais parce qu'aujourd'hui, les gens n'impriment plus. Les gens n'impriment plus ? Non. Donc, oui, c'est vrai. Avant, là où tu trouvais dans les inventaires, tout ça, des documents, dans les tiroirs de bureau, tu pouvais retrouver des actifs, des indices, tout ça, même des... Eh ben, en fait, aujourd'hui, tu trouves plus rien. Aujourd'hui, c'est sur des ordinateurs, sur ton bureau d'ordinateur ou sur ta boîte mail ou dans un cloud. Tu plugs Claude Cowork, tu lui dis tu me tries tout. C'est mon énorme rêve, c'est trier tous mes docs d'ordi. On envoie tout. Non, mais du coup, maintenant, c'est protégé par des mots de passe. Des mots de passe qu'on ne transmet pas, évidemment. Oui, bien sûr. Et qu'on ne transmet jamais. Donc, c'est protégé par des mots de passe. C'est éparpillé un petit peu partout sur les différents sites, tout ça. Donc, en fait, c'est un enfer aujourd'hui. Quand le notaire demande aux héritiers, vous savez, non, c'est numérisé. Donc, on n'a plus de doc au moment des inventaires. On ne peut plus justifier tout ça. Donc, du coup, ça, c'est le numérique vient alourdir toutes les problématiques. Le deuxième point, c'est qu'il y a de plus en plus de familles recomposées. Oui. Alors ça, effectivement, j'ai vu depuis les années 70, en fait, pic des divorces. Ouais. J'ai vu qu'il y a eu un pic historique en 2005. Je ne sais pas ce qui s'est passé en 2005, mais il y a eu 150 000 divorces en France. La femme. La femme, c'est mon cible, ouais. Oui, donc en plus, famille recomposée... Du coup, on communique de moins en moins l'état du patrimoine à nos enfants. Ouais. Pareil, il n'y a plus forcément de conjoints qui connaîtrait l'état du patrimoine un petit peu présent. Donc, en fait, ça complexifie. Diversification des actifs patrimoniaux. Ouais. On n'a plus que de l'immobilier, mais on en a plein. Justement, on a des bitcoins, tout ça. On va se diversifier. Ouais. Et le dernier point, c'est qu'on voyage de plus en plus. Ouais. Donc, les actifs peuvent être éparpillés un petit peu partout dans le monde, mais aussi même en France. Avant, les familles restaient dans leur petite région, donc on a interrogé toutes les caisses de la ville. Ouais. On avait à peu près tout le patrimoine. Aujourd'hui, c'est impossible de pouvoir recenser. Mais non. Et se rajoute la grande transmission. Donc, un nombre de décès qui va se rajouter à tout ça, qui fait que tous les services succession, des études notariales, des banques, assurances... Faites notaire, messieurs, dames. L'avenir, il est là. Non, mais du coup, ça va, tout va exploser. Les délais de succession, tu sais qu'on a 6 mois pour déposer une déclaration de succession. Et ne pas avoir... C'est quoi une déclaration de succession ? Dans la déclaration de succession, en fait, tu auras la dévolution successorale avec les héritiers et également l'inventaire du patrimoine avec les droits qui sont dus par chacun. C'est le notaire qui la dépose ? Oui. Ok. Voilà, c'est le notaire qui la dépose. Et donc, cette déclaration de succession, elle doit être déposée dans les 6 mois. Si ce n'est pas déposé dans les 6 mois, pénalité de retard. Ok. Donc voilà, ça peut finalement, du coup, vraiment, on vient de venir grever la succession avec ces pénalités de retard-là. Okay. Là, avec ce qui arrive... Il y a de fortes chances que tous ces délais-là soient complètement dépassés, qu'il y ait énormément d'actifs qui soient omis et qui soient du coup partis à la caisse des dépôts, et donc de l'argent en moins pour les professionnels du patrimoine. Parce que si les héritiers héritent de moins, c'est des centaines de milliers, des milliards qui sont perdus, c'est tous les professionnels du patrimoine qui vont perdre de l'argent aussi. Donc c'est tout le secteur qui est impacté. Okay. C'est quoi l'erreur numéro 1 des familles, au-delà de penser que le notaire a un bouton magique ? L'erreur numéro 1, je pense que c'est en effet de se dire « je suis pas mourant, je suis jeune, j'ai le temps ».
J'ai le temps. Non, mais c'est réel. Alors, Oui. c'est une vraie problématique parce que il y a beaucoup de gens, maintenant, quand je suis habituée à en parler à sensibilité, qui disent c'est génial, oui, il faut que je le fasse. Ok, mais le call to action, il n'arrive pas. Ouais. Et ça m'est arrivé, des petites anecdotes. J'ai une personne qui voulait pas du tout entendre parler de la mort. Et attends, pour te dire, c'était un notaire en plus. Hein. Donc tu te dis, notaire quand même. Oui, mais c'est le principe, ce du cordonnier mal chaussé. Il voulait pas entendre, voilà. Il s'est dit, non, mais moi, ma mort, je veux pas gérer. Ok, je lui ai quand même parlé, voilà. Ok, mais il voulait pas entendre. Mais quand même, tu plantes la graine. Il a failli mourir d'un accident de voiture 2 semaines plus tard. Et il m'a dit, mon réflexe, ça a été de me dire, j'ai pas fait mon clésame. J'ai pas tout fait pour protéger ma famille. Ils vont être dans la merde. Et c'est pareil qu'une assurance vie ou une assurance emprunteur. Tu vois, quand tu prends l'assurance emprunteur, que tu sais que tu apprends que tu as une maladie, tu vas dire j'ai protégé ma famille. Quoi qu'il arrive, ils vont percevoir de l'argent à ce niveau-là. Voilà, je suis sereine pour eux, quoi. Et ben, c'est un peu pareil. C'est un acte de prévoyance. C'est un acte. Et du coup, il ne faut pas attendre que tout se passe mal. Pour le faire, il faut le faire en amont. Et d'ailleurs, plus tôt on le fait, plus c'est simple. Moins c'est lourd. Et voilà. Donc, ça, je pense que c'est la première erreur. Ouais. Et deuxième erreur, en effet, c'est de croire qu'en ne faisant rien, on laisse les autres libres. C'est très bien ça. Parce que je pense que c'est très commun de se dire mais les enfants savent. Mais déjà, personne ne se souvient de la même chose. Exactement. Bizarrement. Parce que, comme l'a si bien dit... je ne sais plus si c'est la reine d'Angleterre qui disait ça. Recollection may vary. Sur ces sujets de volonté funéraire où là, tous les notaires peuvent raconter des histoires incroyables. Les gens ont l'habitude de mettre les volontés funéraires dans le testament. Ouais. Mais non, il est ouvert trop tard. En fait, le notaire... Le notaire, on va le voir. Il faut en savoir des trucs quand même. Mais oui, mais c'est pour ça, allez voir votre notaire. Non, mais c'est vrai, pour discuter de ces sujets-là, il faut se renseigner, il faut anticiper. En fait, les gens vont le mettre dans le testament, sauf que le notaire, il va être vu bien après la cérémonie funéraire, au moment justement où on va vouloir piocher dans les comptes en banque pour payer certaines dettes, tout ça. Là, on va aller voir le notaire pour débloquer, puisque c'est lui qui fait l'acte de notoriété dans lequel il y a la dévolution successorale nécessaire pour débloquer des fonds, tout ça. Okay. Mais du coup, la problématique, c'est que où on les met, ces volontés funéraires, si on ne peut pas les mettre dans le testament? Qu'est-ce qu'on fait? Le notaire, il répond, avant l'arrivée de Clésame, il répondait, parlez-en au poulet du dimanche, en famille. Ouais. Parce qu'en fait, c'est vrai, comment les héritiers peuvent avoir connaissance de tout ça au moment venu. Et ça, c'est vrai que c'est pas satisfaisant. Donc, petit tips quand même, je vous donne, en dehors de Clésame, vous pouvez, ce qui est l'idéal, à mon avis, c'est de les indiquer et de les mettre dans votre livret de famille. Si vous les mettre vos volontés funéraires dans votre livret de famille avec le contrat obsèques aussi, parce que ça, il fait partie des omissions d'actifs. Hein. Le contrat obsèques, s'il n'est pas retrouvé, attention, au moment du décès, c'est perdu. Hein. C'est-à-dire le contrat obsèques, aujourd'hui, tu vas le signer soit avec un assureur, enfin une banque. C'est quoi un contrat obsèques? C'est ce qui va payer tes obsèques. Ok, d'accord. Il y en a beaucoup qui font ça, et soit c'est fait dans une assurance vie. Ok. Dans ce cas-là, ça peut faire partie des omissions d'actifs, soit c'est fait directement auprès d'une pompe funèbre. Mais si les héritiers ne vont pas dans la bonne pompe funèbre, ils perdent l'argent et toutes les volontés avec. Okay. Donc mettez-les dans le livret de famille. Ok. Et tu disais, c'est combien de patrimoine oublié? C'était le 7,5 milliards, mais que d'assurance vie et avoir bancaire. Hein. Que ça. Sans tout le reste. On ne peut pas quantifier, de toute façon, tout le reste. Hein. Non, bien sûr. C'est ça qui est... Bon, quand ça se passe bien, ça ressemble à quoi? Une succession simple? Alors, un enfant. Déjà, ça, on est content. Un seul enfant, pas plusieurs. Pas de famille recomposée, donc vraiment, voilà, un seul enfant. Pas forcément de conjoint, voilà, un enfant. Quelqu'un qui... Un enfant, pas de conjoint. Non, voilà, le minimum. Un enfant, un patrimoine. Pas de conjoint pour l'enfant ou pas de conjoint pour la personne décédée? Non, mais comme ça, il n'y a pas de source de conflit. Ah oui, d'accord. C'est ça, okay. C'est par rapport à ça, par rapport à la répartition du patrimoine. Okay. Un testament réalisé. Ouais. Donc, un notaire vu en amont. Donc, comment on fait de son testament déjà? Alors, il y a 3 types de testaments qui existent en France. Il y a le testament holographe, le testament authentique et le testament mystique.
mystique, on va le mettre de côté assez rapidement parce que c'est très très peu utilisé. On va dire que c'est pour les très grandes familles, grand patrimoine. C'est lorsqu'on veut vraiment déposer le testament chez le notaire, mais que le notaire ne puisse pas avoir connaissance du testament. Il est vraiment cacheté. On peut pas le consulter, on peut pas, voilà, il est pas lu par qui que ce soit. Et il y a un formalisme qui est assez lourd puisque il y a 2 notaires qui viennent déposer le testament mystique chez le notaire et qui est enregistré dans le fichier central. Donc celui-là, on le met de côté parce qu'il concerne largement pas la majorité des gens. Donc il y a plutôt 2 types de testaments courants. Le testament holographe, c'est celui qu'on va rédiger chez soi à la main, directement sur un papier. Il faut bien le dater, le signer. Il n'est pas obligé d'être enregistré. Donc en fait, si on le fait, le testament chez soi, comme ça, qu'on le met dans un tiroir de bureau, il est valable. Il est valable. On va conseiller toujours de l'enregistrer chez le notaire. Parce qu'au moins, il va prendre date certaine. Il va y avoir une preuve. Il ne va pas pouvoir être perdu comme ça. Il va être enregistré au coffre. Donc, au moment du décès, le notaire, lorsqu'il va interroger le fichier central des dernières volontés, ça, il le fait systématiquement au décès, il va voir qu'il existe un testament et du coup, le testament va pouvoir être récupéré. Donc, il y a une sécurité juridique importante à l'enregistrer chez le notaire. D'accord. Et donc ça veut dire que toi, tu peux aller chez un notaire qui n'est pas le notaire du parent décédé, il va retrouver le testament. Exactement. Tous les notaires de France interrogent cette base de données. Ok, trop bien. Deuxième type de testament, le testament authentique. Donc là, il y a un formalisme un peu plus lourd. On doit le faire soit devant 2 notaires, soit avec un notaire et 2 témoins. Du coup, c'est un peu plus lourd. Mais en termes de sécurité juridique, c'est optimal. Parce qu'on va avoir le conseil quand même du notaire. On ne va pas pouvoir mettre tout et n'importe quoi dans le testament. Et Dieu sait que les testaments holographes souvent sont source de litige plus que source de sécurité parce que les gens ne sont pas conseillés et du coup vont pouvoir mettre un peu... Ah oui, j'avais été très surprise moi quand j'ai fait mon testament et on m'a expliqué non mais ça c'est pas la peine de le mettre en fait. Oui. Ça m'a comment ça ça m'intéresse moi. Oui, il y a de ça et puis tu vois il y a des clauses, typiquement il y a des gens qui vont vouloir exhéréder des enfants dans leur testament holographe. Bah non, c'est pas possible en France quoi. Ah oui, c'est ça. donc voilà, il va y avoir plein de choses. Je lègue ma fortune à mon chien. Non, ça non plus, ça marchera pas. Ah bon? Ah mince. Non. Je crois que Karl Lagerfeld avait fait ça, moi, qui avait légué sa fortune à son chat. D'accord. Non, tu peux léguer à des associations qui auront la charge de s'occuper, mais voilà, c'est pas. Donc il y a plein de choses qui peuvent être faites et pas être faites, mais du coup voilà, le testament authentique va pouvoir protéger là-dessus parce qu'il y a l'accompagnement du notaire, qui va être plus fort. Ok, donc ça c'est un testament, un enfant, pas de conjoint, et idéalement un petit tableur Excel avec la liste de tous les actifs. Et avec toute la doc afférente, tout ça, ouais, exactement. Des data rooms dans tous les sens. Ok. Pour le testament, un truc à savoir, important, le testament numérique n'est pas légal en France. Ça veut dire c'est-à-dire un document Word enregistré sur ton desktop en mode testament, c'est pas légal. Mais même signature électronique, certifiée et tout, c'est pas légal. Aujourd'hui, un testament rédigé sur du papier toilette en fin de soirée totalement bourré, daté et signé, est beaucoup plus valable. Enfin, il est valable, tout simplement, il est valable. Alors qu'un testament qu'on aura rédigé sur son ordinateur de manière posée, avec une certification dans la signature, tout ça, ne sera pas valable. Oh Seigneur. Non, mais c'est pour dire qu'il y a aussi des choses à faire. Nous, on travaille dessus, sur le testament numérique, et que dans les évolutions, évidemment, il y a des pays où il est légal. Ça viendra un jour, mais aujourd'hui, ça ne l'est pas. Ok, passionnant. Et donc, à contrario, quand ça se passe très mal, une succession. Ouais. Ben, quand ça se passe très mal, déjà, c'est quand on sent, on est parents, tout ça, on sent les conflits sous-jacents. Typiquement, famille recomposée. Des enfants de plusieurs lits. Deuxième, donc le remariage, tout ça. Là, déjà... Confère Johnny Hallyday. Non, mais... oui, mais même avec Alain Delon, finalement, qui n'a pas forcément mis l'enfant de partout. Là, il peut y avoir... Donc ça, il faut vraiment anticiper. Des actifs éparpillés. Des actifs éparpillés, pas de justificatif. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si c'est compliqué pour nous de faire toutes ces démarches-là, si des gens se disent « Oh là là, j'ai la flemme, non, mais ça va être compliqué », imaginez une seule seconde ce que ça sera pour les héritiers. Dans le moment le plus douloureux de leur vie, où ils seront à fleur de peau, où tout va ressortir dans l'émotionnel, dans la fratrie, tout ça, vraiment, c'est ça. Donc non, mais même si on parle des cas les plus graves, en fait, il faut se dire que, et ça fait partie des préjugés, aucune famille n'est épargnée par les conflits familiaux au décès.
Et il faut se dire qu'on a une responsabilité là-dedans. C'est un acte d'amour que d'anticiper, c'est un acte de protection. Et on est responsable de ne rien faire. Presque on devrait culpabiliser de ne rien faire, tu vois. C'est en arriver jusque-là et du coup se dire, bah voilà, il faut que je me prépare. Il y a des cas qui t'ont marqué particulièrement d'un point de vue émotionnel Ouais, et tu vois, c'est ce qu'il faut... Enfin, c'est pas le patrimoine immobilier sur lequel il va y avoir des conflits, des choses comme ça. Ça va être sur le patrimoine émotionnel. Mais bien sûr. Par exemple, j'ai eu un cas d'une famille où les vraies tensions, elles sont nées du bijou que portait tous les jours la maman, tous les jours de sa vie. Il y avait la date de naissance et de décès d'un enfant qui est décédé dans la famille. Émotionnellement, tous les enfants l'ont eu dans leur bouche dès qu'ils sont nés parce que c'était un bijou qui n'avait pas de valeur patrimoniale, mais qui avait cette valeur-là. Et donc, cette maman-là, elle avait dit à sa petite fille, chouchou préférée, voilà, avec qui elle avait le lien le plus fort, qu'elle voyait le plus souvent, qu'il reviendrait à cette petite fille. Et au moment du décès, vous savez que les petits-enfants, du coup, ils sont pas héritiers. D'accord. Et donc, c'est les parents, les oncles, les tantes, les parents qui vont décider. Et donc, le bijou, évidemment, n'est pas allé entre les mains de la petite fille. Donc, ça a créé des tensions parce qu'il n'y avait pas d'écrit, il n'y avait pas d'anticipation. Et ça, par exemple, si tu fais ton testament et tu dis, au-delà de tous ces autres biens, celui-ci va aller à ma petite fille. Exactement. Ça... Anticiper, de faire des lots pour indiquer à qui on souhaite que les choses aillent. Que c'est de la valeur patrimoniale ou non, c'est pas important. Le litige, il n'est pas de l'œuvre d'art du Dali qu'on va voir dans le salon. Parce qu'il sera en majorité revendu, des cas. Ça va vraiment être des petites cuillères, quoi, des choses qui portent de l'émotion. Donc, il faut l'anticiper, il faut bien l'indiquer. Tu vois, il y a aussi ce truc moral de se dire, c'est moi qui dois exaucer la volonté du défunt, c'est pas ce qu'il voulait. Tu vois, il voulait être incinéré ou inhumé. Moi, je savais qu'il voulait être incinéré parce qu'il me l'a dit dans la voiture il y a 5 ans. Mais les autres, ils veulent pas. Pour des questions religieuses, pour plein de questions. Et donc, voilà. Mais tu peux pas savoir, en fait. À partir de quel niveau de patrimoine, pour toi, le testament, c'est indispensable? En fait, tout le temps, en réalité. Eh bien oui, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, tout le temps, c'est bien de pouvoir, du coup, indiquer ce que l'on souhaite, du coup, dans le testament. Alors, c'est vrai que si on n'a pas d'IMO, on a un compte en banque. Voilà, on peut se dire, il n'y a pas d'obligation, voilà, il faut... Mais ce compte en banque-là, même si on n'en a qu'un, bon, on va se douter, on va quand même chercher, évidemment, beaucoup plus fort, mais même ce compte-là peut être difficile à retrouver. Et après, tu as tout l'aspect émotionnel. Et ça, tu vois, dans les âmes, on l'a traité, l'aspect souvenir, transmission du patrimoine émotionnel. D'accord. Par exemple, tu vois, aujourd'hui, avec le numérique, les gens sont ensevelis sous les milliers de photos des téléphones, des ordinateurs, des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui avait de l'importance pour le défunt? Qu'est-ce qui fait partie du patrimoine familial? Qu'est-ce qu'il faut transmettre de génération en génération? Dans le testament, le notaire va te dire, ne mets pas d'émotionnel. Il a raison. Parce qu'en fait, le testament, il faut qu'il soit froid parce qu'il ne faut pas qu'il soit interprétable de plusieurs manières et tout. Donc, on veut qu'il soit froid. Mais c'est hyper frustrant pour les familles. T'as ton papa, ta maman qui décède et ouverture du testament, pas un mot pour toi. Pas un mot d'amour, rien. Je lègue un tel, point. Waouh, c'est dur, tu vois, émotionnellement, d'avoir ce truc-là. Et du coup, des souvenirs, des lettres, des choses comme ça qui viennent apaiser la famille, ça va aussi vraiment aider. Et donc ça, faut pas totalement l'omettre. C'est pas notarial, mais ça a vraiment un vrai pouvoir dans la succession. Oui, forcément, ça contribue, je pense aussi, à créer un départ apaisant. Et il y a un truc qui existe où tu peux envoyer un écrivain public. Chez tes grands-parents, faire quelques heures d'entretien pour qu'ils racontent. Et ça, il y a enregistré les voix. Faire des petites vidéos, des choses comme ça, c'est top. Je pense qu'on a pas mal fait le tour sur le testament. Moi, il y a juste un truc que j'aimerais savoir avant de clôturer ce bloc-là. C'est qu'est-ce que ça peut vraiment changer, un testament? Tu vois, parce que moi, en faisant mon propre testament, j'ai découvert qu'il y a plein de choses que, de toute façon, c'est pas toi qui décides. Alors que moi, je l'ai fait jeune. J'avais des gros sujets sur qui allait s'occuper de mes enfants, etc. Oui, c'est ça. Et on m'a tout de suite dit, en fait, de toute façon, c'est pas vous qui allez décider, c'est un juge des affaires familiales. Oui, mais attends.
Ouais. Tu décides pas, Ouais. mais en attendant, la volonté, elle est exprimée. C'est-à-dire que même le juge aux affaires familiales, oui, mais le juge aux affaires familiales, il va aussi prendre en compte Ton le testament. fait que tu as voulu. Ça va pas s'exécuter de plein droit. Mais la volonté du défunt, elle est importante. Elle est importante pour le juge, mais pour certaines informations, comme les biens de valeur émotionnelle, des choses comme ça va être important pour les héritiers. Ça va éviter les discussions. Sur le patrimoine, tu as quand même de la quotité disponible. Ouais. Où tu peux léguer des choses à diverses personnes, tu vois, anticiper. C'est quoi la quotité disponible ? Alors, quand tu as des enfants, tu as une réserve héréditaire qui fait qu'ils ne peuvent pas être déshérités. Ouais. Mais tu as une quote-part, et ça dépend du nombre d'enfants, tout ça, donc ça, il faut voir avec le notaire. Tu as une quote-part qui est disponible et que tu peux léguer à n'importe qui. Ok. Et donc, typiquement, voilà, t'as une passion avec ta sœur, t'es musicienne ou quoi, tu souhaites léguer ton violon au décès, ou tu as des cryptos, tu sais que tes enfants ne savent pas gérer la crypto, tu veux la léguer à un associé, à toi ou un ami, tu peux le faire du coup dans ton testament. Donc ça, c'est des choses vraiment à prévoir. Mais la garde des enfants, oui, c'est un sujet vraiment important. Pourquoi l'assurance vie, elle est centrale dans les successions ? Elle est centrale et à la fois, elle n'est pas. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui diront l'assurance vie, elle est traitée hors succession. Comment ça ? Parce que fiscalement, l'assurance vie, elle suit un régime à part entière, en fait. C'est un sujet assez technique, l'assurance vie. J'ai essayé de vulgariser un petit peu. L'assurance vie, du coup, c'est un placement financier. Ouais. Le but de l'assurance vie, c'est pas de contourner les règles successorales légales prévues en France. Donc l'assurance vie, on va pouvoir du coup déposer du son vivant, de l'argent dessus, et elle suit un régime qui est fiscal très favorable, puisqu'il y a des abattements. Tu vois, quand on fait une assurance vie et qu'on dépose l'argent avant 70 ans, il y a un abonnement de 152 000 euros sur lequel on ne va pas être imposé succession. Ça permet d'avantager certaines personnes plutôt que d'autres. Typiquement, tu veux du coup avantager un conjoint survivant, tout ça, tu vas faire une assurance vie en son nom et du coup, il va pouvoir recevoir une somme en plus de ce qui lui revient dans la succession. D'accord. Il y a des problématiques sur le sujet de l'assurance vie aujourd'hui en France parce que le notaire, il a besoin d'être informé des assurances vie, des clauses bénéficiaires, donc de qui on a indiqué dans l'assurance vie, pour vérifier qu'il n'y a pas eu de primes versées qui soient manifestement exagérées par rapport à ce qui revient dans la succession. D'accord. Parce que le notaire, il a un devoir de vérification de ces éléments-là, de sécurité juridique, c'est sa responsabilité. D'accord. Sauf qu'aujourd'hui, les assurances vie que l'on soit signé avec les banques, tout ça, eh ben, on ne peut pas accéder à ces données-là. Parce que les banques, lorsqu'on leur demande les contrats d'assurance vie, les clauses bénéficiaires, elles nous opposent en immense majorité le devoir de confidentialité, le secret bancaire, parce qu'on a fait une assurance vie avec une banque, même la après banque le est tenue. décès de... Ouais. Ok. Bah oui, parce que l'assurance vie se dénoue après le décès. Ok. Elle est tenue au secret bancaire, à des éléments RGPD et tout ça, et elle a elle-même une responsabilité dans le contrat qu'elle a signé. Et donc, on se retrouve à deux à se confronter, ce qui fait qu'il y a des problèmes par rapport à ça. Elles n'ont pas le droit de révéler certaines infos, le notaire doit les avoir, donc en fait, on se retrouve dans des situations hyper bloquantes. C'est fou. Les clauses bénéficiaires, elles sont souvent mauvaises, elles sont souvent pas à jour. Ouais. Donc à côté, dans mes activités que je t'ai pas listées tout à l'heure, mais je suis aussi généalogiste successorale. J'adore. Voilà. Mes passions. Voilà. Okay. Mais donc du coup, le sujet des assurances vie, il y a des vrais sujets parce que les clauses bénéficiaires, elles sont en majorité rédigées c'est des clauses standards qui sont faites par des conseillers bancaires qui sont pas formés à la rédaction des clauses, tout ça. Okay. Et donc, il y a une anecdote assez frappante et qui arrive, mais bien plus souvent que ce qu'on peut penser. C'est-à-dire qu'on va faire une assurance vie auprès de son conjoint. Par exemple, on va marquer le nom, prénom du conjoint. Ok, on veut le protéger un peu plus et que fiscalement, ce soit avantageux. On l'a fait vers 40 ans, 30 ans, quand tout se passe bien, quoi. Ouais, 40 ans. 15 ans après, on divorce. Il nous a trompés, ça a été horrible. Voilà, c'est cata. On pense plus à cette assurance vie. On oublie ce qu'il y avait marqué dedans. On se dit, ok, clause bénéficiaire, il avait marqué mon conjoint. Je divorce, c'est plus mon conjoint. Voilà, la clause bénéficiaire, elle fonctionne plus. Je me remarie avec quelqu'un, je refais ma vie, je redeviens heureuse et tout. Je décède. Mon premier conjoint hérite de mon assurance vie.
Parce que la clause bénéficiaire, on n'a pas porté attention. Parce que quand on a fait des bilans patrimoniaux, on n'a pas dit qu'on avait une assurance vie, ou on l'a dit, on n'a pas soumis la clause bénéficiaire. Donc, le conseiller patrimonial, le notaire n'ont pas alerté là-dessus. Voilà, et ça arrive hyper souvent. Mais il y a des clauses bénéficiaires aussi qui sont rédigées avec des clauses très libres, du type je veux que ce soit mon conjoint à défaut, mes héritiers à défaut, un tel. Sauf que l'assureur, est-ce qu'il connaît vos héritiers ? Est-ce qu'il les connaît à un instant T ? Si vous lui donnez encore, c'est pas d'ailleurs toutes les banques qui les connaissent. C'est ouf. Mais admettons, vous donnez. Après, vous avez 3 autres enfants qui arrivent après. L'assurance vie, ça veut dire qu'elle est donnée qu'au premier. En fait, il y a des énormes sujets de généalogie aussi. Les assureurs doivent retrouver les héritiers. Ok. Est-ce que d'un point de vue... est-ce que tout ce qui est... Parce que, tu vois, moi, on a fait ces sujets de testament parce qu'on est chef d'entreprise. Ouais. Aussi parce qu'il y a des sujets de mandat. De protection future. Ouais. Et puis, tu vois, en cas d'incapacité ou en cas de décès, etc. Ouais. Est-ce que les entrepreneurs anticipent mieux la succession, en général ? Ça dépend. En vrai, les entrepreneurs, ils ont aussi beaucoup la tête dans le guidon. Ils sont aussi beaucoup de partout, surmenés. Déjà, ils se battent pour leur boîte dans leur quotidien. Et donc, penser à l'avenir plus lointain et tout. Voilà, quand on est en début, c'est compliqué. Okay. Quand on est plus posé, qu'on a une structure vraiment réelle, qu'on est challengé par des VC, qu'on a en effet des associés et tout ça, là, on va plus s'en emparer. Okay. Mais du coup, il y a un vrai sujet pour les entrepreneurs de continuité de l'entreprise après le décès du chef d'entreprise. Parce que c'est lui qui aura les mots de passe pour accéder aux boîtes mail, qui avait certaines données de l'entreprise très confidentielles dont seul lui avait connaissance, des packs d'actionnaires, des bulletins de souscription préférentielle, des choses comme ça. Et qu'est-ce qui se passe au décès ? Arrêt total. Arrêt total, personne n'a les codes, personne ne peut faire les suivis, tout ça. Et donc là aussi, il y a des startups, nous on n'est pas les seuls à le faire, mais qui prévoient du coup que des documents confidentiels de l'entreprise seront transmis à un tiers de confiance de la société au moment du décès du chef d'entreprise. Et ça, c'est bien l'anticiper aussi, au-delà du mandat de protection future qui est aussi très intéressant. Il n'y a pas un truc qui existe où, quand tu as, au moment d'une succession, par exemple, le sujet des mots de passe, est-ce que tu n'as pas des recours auprès des GAFA en disant, mais en fait, un tel... moi, je me pose parfois la question des comptes réseaux sociaux des personnes décédées. Comment tu fais pour faire supprimer le compte de quelqu'un est-ce que tu peux dire, écoutez, mon parent est parti, comment est-ce que je fais pour accéder à son adresse email Je ne sais pas si ça existe. Bah, tu vois, ce sujet, je le connais hyper bien parce que nous, on a fait une étude sur la mort numérique avec des profs de droit, des notaires et des citoyens. Tu vois, on a mis tout le monde autour de la table. En fait, c'est un sujet, personne n'y pense. Que devient du vivant. C'est vraiment... que devient notre identité numérique après notre mort, quoi. Ouais, c'est vraiment... Et personne n'anticipe. Même aujourd'hui, alors qu'on est tous à fond sur le numérique, en fait, c'est un sujet qui est vraiment peu abordé. Les vraies problématiques aujourd'hui, c'est que... au décès, il ne se passe rien. Déshérence de tous les comptes ouverts en ligne. Plusieurs problématiques. Donc, c'est qu'il va y avoir des usurpations d'identité post-mortem. Évidemment. En plus, maintenant, il y a les deepfakes. Bien sûr. Donc, tu peux te retrouver avec la tête de ton enfant, avec... voilà. On ne veut pas savoir. Mais usurpation d'identité post-mortem. Tu as tout ce qui est, du coup, rappel d'anniversaire, souvenirs sur les réseaux sociaux, qui viennent rompre ton processus de deuil, tu vois, complètement. Et aussi pour les familles, résilier le compte, c'est donner mort une deuxième fois, en quelque sorte. Enfin, tu vois, résilier un réseau social, c'est une vraie décision difficile. Et il faut qu'ils soient tous d'accord pour le faire. Tu peux pas, ça peut être à l'initiative d'un héritier En fait, il faut l'acte de notoriété, prouver que tous les héritiers sont d'accord. Et voilà. Tu as ça, tu as les actifs en ligne pas réintégrés, et puis tu as l'empreinte carbone. Parce que si on résilie jamais tes réseaux sociaux, tes comptes, tout ça, ça veut dire que tu vas finir par consommer plus sur les data centers après ta mort que de ton vivant. Donc nous, tu vois, on a fait tout ce constat-là dans notre étude et on s'est dit, bon, quel programme il faut agir. Aujourd'hui, il n'y a rien aucun pays ne légifère sur ce sujet-là. Pourquoi ? Tous les sites sont hébergés partout dans le monde. Oui, donc en fait, tu peux rien faire. Tu peux rien en fait, peu importe... Voilà, tous les sites sont hébergés partout dans le monde, donc rien n'est fait. Pour nous, l'identité numérique, elle est rattachée à la personne. Si la personne meurt, l'identité numérique doit s'éteindre. Il n'y a pas de transmission de mot de passe. Donc ça, c'est pas la loi qui le dit, c'est notre étude. D'accord, ok. La transmission de mot de passe, on trouve ça hyper dangereux. C'est une forme d'usurpation d'identité post-mortem. D'accord.
Tu viens dans l'identité numérique de quelqu'un d'autre. Tu as accès à des données, à des infos dont tu n'es pas sûr que le défunt ait envie que tu... Tu vois, les réseaux sociaux, tout ça, ça peut vraiment être difficile. T'imagines, tu tombes sur des tromperies, ça arrive. Donc, pour nous, c'est pas une solution. La transmission des mots de passe post-mortem. Ce qu'on fait aujourd'hui, on est pionnier dans le domaine, c'est la mort numérique automatique. Tous les gens qui adhèrent à Clésame adhèrent au fait qu'on va résilier l'intégralité de leur compte à leur décès, de manière automatique. Sur Clésame, ils vont pouvoir indiquer les comptes qu'ils veulent préserver, mais exceptionnels. C'est vraiment, c'est hyper rare en fait, les comptes que tu as vraiment envie de préserver après ta mort. Ça va être un Skyblog de quand tu avais 12 ans. Non, celui-là, il n'existe plus. J'en suis vraiment contente qu'il n'existe plus. Non, mais un réseau social en compte de commémoration, ou alors tu es youtubeur, tu veux faire vivre ta chaîne YouTube, des choses comme ça, oui. Mais sinon, voilà, on résilie automatiquement et comme ça, tous ces sujets-là ne se posent pas. Mais tu peux pas, sinon, aujourd'hui, comment ça se passe ? Il y a des boîtes qui le font, qui proposent la résiliation des comptes. Elles vont y arriver, mais du coup, ça va être hyper fastidieux. Il va falloir obtenir l'acte de notoriété du notaire, avoir l'accord de tout le monde. Et après, il faut y aller site par site. Il y en a qui le font bien, mais si les sites ne répondent pas à tout ça, il faut faire appel à la CNIL. Comme c'est Facebook, tout ça, honnêtement, le petit défunt de France, voilà, c'est vraiment très difficile. Ok, et comment toi, t'y arrives ? Moi, faire firmer un compte Facebook. Je travaille avec un partenaire, du coup, qui le fait déjà aujourd'hui. Grâce à une adresse mail, il arrive à recenser 90% des comptes ouverts en ligne. Une fois qu'il a recensé ses comptes ouverts en ligne, vu qu'il le fait déjà depuis des années, il va pouvoir, du coup, automatiser la demande de résiliation auprès des trucs. Et comme nous, on a les pouvoirs du vivant, pas besoin de demander les pouvoirs aux héritiers. Voilà. On a bien fait le tour, messieurs, dames. On va passer à comment bien préparer sa succession. Si quelqu'un écoute notre épisode et qui veut se mettre en ordre de marche demain matin, qu'est-ce qu'il fait en premier ? Alors, il ou elle ? 2 possibilités. Une possibilité à l'ancienne, mais qui est toujours très bien. Inventorier son patrimoine, lister ses héritiers, mettre son livret de famille en évidence. Tous ses livrets de famille, je dirais même, parce qu'on peut en avoir plusieurs. Pourquoi ? Si on avait plusieurs familles, si on avait famille recomposée, tout ça. Tu te remets à plusieurs... Si on en a perdu un, demandez la requête, faites la requête de la réédition du livret de famille, c'est hyper important. Sinon, il y a un généalogiste successoral qui va mandater, qui va prendre une partie de la succession. D'accord. Donc ensuite, c'est vraiment lister le patrimoine, imprimer tous les justificatifs, faire vivre tout ça tout au long de sa vie. C'est-à-dire que dès qu'on change dans le patrimoine, il y a une donnée qui change ou quoi, il faut absolument, du coup, l'imprimer. Donc ça, c'est une pochette de succession que l'on peut faire. Pour les volontés funéraires, bien les indiquer, des biens de valeur émotionnelle, si on est chef d'entreprise aussi, les actes authentiques. Ne vous dites pas que parce que vous passez devant notaire, ce sera retrouvé au décès. Il n'y a pas de fichier national. D'accord ? Donc vraiment, ça, c'est hyper important. C'est faux. Il faut imprimer les actes authentiques. Voilà, donc soit vous le faites comme ça, soit vous le faites de manière numérique. Et là, il y a plusieurs solutions qui existent. Il y en a où des coffres-forts numériques qui vont être transmis à des exécuteurs testamentaires. Ça va être à des tiers de confiance au moment de votre décès. Et ça, il y a des applications. Nous, aujourd'hui, on est les seuls à prévoir l'accès au notaire au moment du décès. On ne veut pas que ça passe par les exécuteurs testamentaires parce que le médiateur, celui garant de la sécurité juridique et tout, c'est le notaire. C'est lui qui va pouvoir gérer. Donc, il y a une plateforme comme Clésame sur laquelle on peut centraliser tout ça, qui guide aussi sur ce qui est attendu par le notaire. Vraiment, ça centralise vraiment tous les besoins et ça automatise la mort numérique, tout ça. Et consulter un notaire. En plus, parce que là, on parle juste de la gestion de l'administratif, de l'absence d'omission d'actifs, mais pas de l'optimisation de la transmission. D'accord. De tout ça, et ça, il n'y a qu'un professionnel qui va pouvoir vous le indiquer. Alors, je note. Et donc ça, c'est à tous les âges. À tous les âges. Et même le plus tôt possible, en fait. Parce que en fait, du moment où on a un conjoint, du moment où on a un enfant, du moment où on achète un bien immo, en fait, il y a toujours quelque chose à faire. Je note. Je vais passer au mot de la fin. Qu'est-ce que les gens regrettent le plus quand ils n'ont pas anticipé ? Après la mort, quand ils sont plus là ? Ouais, je sais pas pourquoi j'avais... non, qu'est-ce que les héritiers... Tu vois, moi j'ai une anecdote, du coup. Tu vois, je
j'étais sûre. Ah, Les ouais. questions sont ouais, cheloues, tu- mais ça marche quand même. Mais en fait, non, j'ai une personne, avant que Clésam arrive, tu vois, Ouais. ça m'avait choqué. On avait fait un site vitrine en attendant de commercialiser Clésam, tu vois. Ouais, d'accord. Je sens venir le truc drôle. Et j'ai un appel, tu vois, d'une dame. Ouais. Je reçois 5-6 appels et tout. Je réponds et elle me dit oui, bonjour, je vous appelle parce que voilà, ma sœur est décédée et tout, elle a fait son Clésam, donc là il faudrait que j'y accède, il y a sa cérémonie funéraire la semaine prochaine, tout ça, je suis perdue, une inquiétude folle et tout. Moi je dis mais c'est pas possible, Clésam n'existe pas encore, enfin elle n'est pas commercialisée, elle n'a pas pu faire son Clésam, mais si, je vous assure et tout, il y a la carte, j'ai la carte, tout ça. Mais bon, c'est une carte de visite que j'ai dû donner, quelque chose, tout ça. Et du coup, et elle était hyper soulagée de se dire, il y a quelque chose qui va me sauver, là je suis inquiète. Et on m'envoie la carte, tu vois, c'était une carte de serrurier, Clésam, pour faire un double de clé ou quoi. Et du coup, voilà, en fait, le besoin, il naît au moment dans la difficulté. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que tu l'anticipes pas, ce besoin-là. Même elle ne savait pas avant d'avoir la solution en main, qu'elle en avait besoin. C'est fou. Et à contrario, qu'est-ce qui distingue les familles chez qui ça se passe bien? Parce que, on va citer Tolstoï, toutes les familles heureuses se ressemblent. Oui. Toutes les familles malheureuses sont malheureuses à leur façon. J'adore cette phrase. C'est vrai que c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on retient quand ça se passe bien? C'est quand les familles sont en paix. Elles le sont déjà avant. Ouais. Avant le décès, forcément. Ouais. Quand les parents ont discuté, on dit d'argent avec leurs enfants. En avance, je vais faire ça pour toi. Très attention, parce qu'on favorise toujours un enfant plutôt qu'un autre, d'une certaine manière. On va des fois, oui, parce qu'il y a un enfant qui va avoir des difficultés scolaires. L'autre enfant, il va être brillant. Mais on va pas donner les mêmes sommes d'argent aux deux, à l'un à l'autre. Et c'est bien normal, heureusement, d'ailleurs, qu'on fait des traitements différents en fonction des capacités et des besoins de ces enfants. Sauf que du coup, cette différence qu'on va faire du vivant, si elle n'est pas officielle, si elle n'est pas assumée, si elle n'est pas assumée comme étant un don vraiment fait à un enfant qui en a plus besoin qu'un autre, et ben en fait, ça, c'est typiquement des moments familiaux. Mais quand c'est entendu, quand les familles le savent, que c'est OK du vivant, ça le sera aussi au moment du décès. Et donc, c'est ça qu'on retient. C'est vrai que c'est toujours difficile en tant que parent de s'entendre dire tu vas privilégier un de tes enfants, mais tu sais que c'est vrai en réalité. Mais t'as pas le choix en fait de faire des traitements différents. T'as pas le choix. Si tu fais les mêmes traitements, ça veut dire que tu réponds pas aux besoins de ceux qui en ont le plus besoin et que peut-être que tu donnes trop à quelqu'un qui n'en a pas besoin aussi. Donc c'est normal qu'il y ait un traitement différenciant. Merci beaucoup Alexia, c'était passionnant. Merci à toi, je suis régalée de discuter avec toi. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment dans cet épisode d'Argent Compté, que vous avez appris beaucoup de choses. Je vais remettre un certain nombre des précisions qu'Alexia nous a données au cours de l'épisode dans la description parce que c'était vraiment passionnant. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Argent Compté.